Merci à toutes et à tous et bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Omar Amadou Sow. Il est membre de la mouvance présidentielle, directeur général des Grands Trains du Sénégal, responsable politique de la paire au niveau de Pékin, membre de la convergence des cadres républicains. Monsieur Sow, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gay. Alors avec vous, nous allons analyser l'actualité qui est dominée par cette présidentielle. On est à 3 jours de la fin de cette campagne électorale pour le premier tour. Quel bilan tirez-vous de ces jours de campagne? Monsieur Gay, vous me permettrez de saluer les auditeurs qui sont en train de nous regarder. Vous remercier de votre invitation et souhaiter vraiment la paix et la prospérité à notre pays et avec un Ramadan Moubarak. Dire simplement qu'en ce qui concerne le programme que nous sommes en train de boucler, c'est en un seul tour, je le disais tout à l'heure, l'heure presque c'est 10 jours de campagne. Nous avons un candidat qui a sillonné tout le Sénégal, d'est en ouest, de nord au sud, et il est en train de descendre maintenant sur la région de Dakar pour jeudi et vendredi. Jeudi avec une grande caravane qui est prévue dans le département de Pékin, et nous en profitons pour inviter tout le département de Pékin à l'accueillir comme on est prêt à le faire d'ailleurs. Vendredi, il sera suivi de la clôture de la campagne, donc nous pouvons dire que notre candidat est fin prêt et nous l'avons senti très en forme, très en verve, et très heureux de constater qu'il est vraiment en forme et il travaille très bien. Il assume sa candidature et il l'assume tout seul, et ça c'est formidable. Il y a eu un retard à l'allumage au niveau de la coalition. L'engouement n'était pas au rendez-vous au début. Est-ce que ça n'a pas impacté votre campagne? On ne peut pas dire que ça a impacté notre campagne, parce que l'avantage que nous avons quand même par rapport à beaucoup d'autres partis aujourd'hui, on peut dire que l'APR, le Benno Bokk Yakaar et la mouvance présidentielle est devenue une machine électorale, comme on le connaissait du temps du PS et comme on l'a connu aussi du temps du PDS. Donc on nous aurait demandé de faire campagne en 48 heures, on aurait été capable de faire campagne en 48 heures. C'est d'autant plus vrai que tout le monde sent cet engouement qu'il y a partout dans le pays. Stratégiquement, il faut juste savoir comment il faut s'y prendre et quels sont les leviers qu'il faut utiliser justement pour aller vers la base. C'est la base, c'est la population, c'est l'électeur en soi. Et donc de ce point de vue-là, on n'a pas forcément eu peur. On a toujours été prêts. Nous attendions effectivement que tous les ingrédients soient réunis pour y aller. Et quand il a fallu y aller, à 48 heures, on a rebouclé la boucle. Benno est une machine électorale, vous l'avez dit, c'est une réalité que nous notons depuis 2012, mais quand on parle de cette élection présidentielle, de cette campagne électorale, on a vu des leaders, certains leaders de Benno Bokk Yakaar qui se sont engagés tardivement, et certains disent même que les premiers adversaires de votre candidat sont dans cette coalition. Est-ce que Amadou Ba a déjà réussi avec eux? Amadou Ba a fait plus que réussir avec eux, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde est massivement derrière lui. Je sais que quand vous me posez des questions comme ça, vous êtes en train de penser à quelqu'un comme Thérèse Faye Diouf. Moi, j'ai entreaperçu une image dans les réseaux sociaux où Thérèse Faye Diouf est assise avec le Premier ministre Amadou Ba. Et nous sommes dans un parti discipliné. Nous avons un président de parti qui s'appelle le président Macky Sall. Qui est à la tête de ce parti-là, à la tête de la coalition Benno Bokk Yakaar, à la tête de la mouvance présidentielle. Donc quand nous sommes dans un parti, il faut avoir la discipline de parti. Tout le monde nous a critiqué pendant très très longtemps en disant que l'APR est un parti qui est arrivé au pouvoir sans y être préparé, je veux dire politiquement en termes de machine, parce que les gens n'ont pas eu cette formation pour là forcément. Aujourd'hui, on sent que c'est le contraire. Parce qu'on sent que c'est le contraire dans la mesure où, quand il a fallu donner des orientations, les gens ont attendu les instructions et les orientations. Et quand les orientations étaient données, tout le monde s'est engagé massivement. Donc, cette question d'être impréparé est vraiment derrière nous. Je voudrais insister beaucoup sur le fait que ce qu'on a cherché à sauver dans ce pays, c'est plutôt travail à faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise post-électorale. Il vaut mieux que dans des pays comme les nôtres et dans toutes les démocraties du monde, les questions de conflits électoraux se gèrent en situation de pré-électoral.
Mais quand vous êtes dans une situation préélectorale, dès que vous partez en campagne, tout ça est oublié. Mais nous remercions aujourd'hui le président de la République qui a gouverné avec clairvoyance, qui a administré l'État avec clairvoyance, avec comment est-ce qu'on appelle, les forces de l'ordre qui sont restées républicaines. Les citoyens sont restés aussi disciplinés et à l'écoute de notre État. Et je pense que quand nous avons une situation comme ça, on se dit, on a certes eu des difficultés d'organisation au niveau préélectoral, mais au niveau post-électoral aujourd'hui, on est en train de voir que tout se déroule très bien. Et M. Gueye, il faut être très heureux de ça, parce que vous ne pouvez tester votre coureur de 100 mètres que quand vous êtes en situation de compétition réelle. Et on se rend compte que le Sénégal est une grande démocratie, parce que quel pays en Afrique ou dans le monde aurait vécu cette situation de crise institutionnelle que nous avons vécue et l'avoir traversée? Aujourd'hui, c'est oublié. Mais ça, c'est dire que nous avons une démocratie qui est très forte, qui est très ancrée. Et nous sommes aujourd'hui, en tant que Sénégalais, très fiers de notre système organisationnel, de notre démocratie, en ce sens que nous arrivons quand même à l'épreuve des challenges, à l'épreuve des défis, à les relever. Et le Sénégal, aujourd'hui, a fait un pas en avant, un pas énorme en avant en termes de démocratie, en termes de la force des institutions. On a fait un pas extraordinaire. On a vu quelques pays... Les institutions se sont affirmées. Pardon? Les institutions se sont affirmées. Non, oui, les institutions se sont affirmées, c'est ça que je voulais dire. Aussi bien ça soit du côté législatif, du côté exécutif que du côté judiciaire, les institutions se sont affirmées, et ça, vous ne pouvez le peser, comme je le disais tout à l'heure, que quand vous êtes en situation réelle. Vous avez votre coureur de 100 mètres, il a beau faire 100 mètres en 5 secondes, en entraînement, si en compétition, il n'est pas en compétition, il n'est pas en forme, c'est là que vous l'éprouvez sérieusement. Et notre démocratie, nous l'avons éprouvée. Je ne vais pas citer de nom, mais on a vu des pays où les populations ont carrément envahi les institutions républicaines dans les plus grandes démocraties du monde. Le Sénégal, on n'a pas connu ça. On a été très discipliné à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et ça, c'est à saluer. À la sortie de cette élection-là, on saura que le Sénégal s'est renforcé en démocratie, contrairement à ce que tout le monde a eu à penser à un moment donné, que le Sénégal a une démocratie, a des institutions qui sont retournées en arrière. C'est l'inverse. Alors, cette beauté de la démocratie a été magnifiée durant cette campagne électorale, quand on voit les candidats se rencontrer, mais il y a eu des heurts qui ont émaillé, qui ont balafré cette beauté que les candidats ont essayé de montrer. Et effectivement, j'ai eu à le constater. Moi, je l'ai constaté seulement hier. Mais je voudrais dire qu'il n'y a que Dieu qui sait pourquoi est-ce qu'il nous a fait organiser ces élections-là pendant le Shahr Ramadan, qui est le mois béni du mois de Ramadan. Une première. Voilà, parce que peut-être que nous aurions été dans une période électorale hors Shahr Ramadan, peut-être que ça ne serait pas comme ça. Moi, ce que j'ai constaté pendant cette période de Shahr Ramadan, c'est qu'il y a un mois de pitié, de partage et de pénitence, et d'abstinence et de souffrance. On sent que ça a ralenti beaucoup, ça a beaucoup ralenti la violence. Je peux donner un exemple que je répète un peu partout. J'étais dans mon quartier, on est mercredi, aujourd'hui j'étais dans mon quartier lundi matin, j'ai vu Barthélémy Diaz traverser mon quartier parce que j'étais en train de faire des courses dans un télécentre. Ben, je suis sorti, on ne se connaît pas forcément, on s'est présenté, on s'est salué, on s'est donné l'accolade, et c'est ça la force de cette élection-là. Je voudrais appeler les populations, ceux qui sont à la base, celles qui sont à la base plutôt, à être plus pondérées, à être plus mesurées, et de prendre l'exemple sur les leaders. Parce que les leaders, entre eux, comme on dit, quand les élections sont terminées, ils ont tourné la page, ils sourient ensemble, ils rigolent ensemble. Et mon exemple est un exemple qui est arrivé comme ça par accident. Mais j'ai eu dire d'autres exemples de grands leaders qui se sont rencontrés, qui se sont fait des accolades, qui se sont parlé. Et Dieu seul sait pourquoi est-ce que il nous a fait organiser cette élection-là pendant cette période de Ramadan. Mais il faut constater que le niveau de violence, le niveau de
de véhémence, le niveau de violence, ça s'est beaucoup, comment on appelle ça, ralenti comparé aux dernières élections où on parlait de maisons qui sont brûlées, de voitures qui sont calcinées, de gens qui sont poignardés, etc. On ne sent pas ça. Est-ce que c'est mes cousins Diayen et Anen là, est-ce que c'est pas la faim qui les a tenaillés tant et si bien que personne n'a plus le temps de courir, sinon de faire la pénitence et de faire la politique pacifiquement et d'essayer. Cette élection est une élection d'arguments, c'est pas une élection de violence. Parce que le Sénégal est dans une période charnière. Cette période charnière, on est dans un pays où il y a eu des problèmes d'orientation de ressources. On est dans une période charnière parce que le programme du président Macky Sall, c'était le plan Sénégal émergent horizon 2035. On peut constater entre 2012 et 2024 la transformation structurelle importante, extraordinaire qu'il y a eu dans ce pays. Tant et si bien que nos amis ivoiriens nous taquinent en disant que Dakar a grandi plus vite que les Dakarois. C'est une boutade, mais ça en dit long. Tant et si bien que ce programme-là que nous avons mis en place est une transformation structurelle. Aujourd'hui, on est à l'orée de l'émergence. À l'orée de l'émergence avec la découverte du pétrole et du gaz. Nous sommes dans un pays qui a son destin en main. Et cette période charnière est une période qu'il ne faut pas négliger. Donc cette élection est beaucoup plus une élection de défense de la République contre l'anarchie à mon niveau, à mon avis. On se bat tous pour préserver la République, pour conserver la République, pour continuer à aller ensemble. Je pense que cette élection, le leitmotiv de cette élection, c'est la défense de la République contre la tyrannie. Parce que si on ne fait pas attention, c'est ça qui risque de nous arriver. Alors, une élection présidentielle, c'est des programmes, c'est des discours, c'est des débats. Arrêtons-nous un peu sur les discours avec ces débats-là sur la fortune supposée de votre candidat. Comment est-ce que vous accueillez ces débats? Je dirais que simplement que ce sont les gens même ce sont ceux qui ont attisé, qui sont en train de soulever ces débats-là, qui se mettent en contradiction avec eux-mêmes. Heureusement qu'il y a les VAR que nous avons vus. Quand entre guillemets, le prochain vice-président du Sénégal, là, qui est en binôme qui est en train de matroner le véritable candidat, se met à faire certaines déclarations et on le met en situation de VAR où il déclarait que anciennement c'est des amis, c'est des gens qui se comprennent, c'est des gens qui travaillent ensemble depuis dans le temps, dans leur fonctionnement. Il y a des possibilités d'avoir des indemnités quand vous arrivez à certains niveaux de recouvrement, etc., des contrats de performance, etc. Je pense que c'est sérieusement. Ça ne mérite pas qu'on s'appesantive là-dessus, compte tenu de ce que je viens de dire sur cette élection, qui est une élection pour la défense de la République contre la tyrannie. Alors, justement, et ça symbolise la tyrannie qu'on est en train de vivre. Vous pensez que ceux qui sont en face de vous sont des tyrans? C'est pas que je pense, j'en suis convaincu, parce que il y a deux alternatives que nous sommes en train d'opposer dans ce pays-là. Le Sénégalais est un être pacifique. L'homo sénégalensis, nous sommes des gens pacifiques, gentils, pas simples à vivre, etc. Si depuis les événements de mars 2000, je me souviens même plus, 2021, ce qu'on a connu dans le Sénégal, c'est pas notre Sénégal à nous. Personne ne se retrouve dans ça. Ni moi, encore moins quelqu'un comme vous. On ne connaît pas ça. Alors si on ne connaît pas ça, c'est parce que le Sénégal est en train de... Il y a des gens qui sont en train de vouloir faire basculer le Sénégal dans une autre direction qui n'est pas dans notre culture, nous, sénégalaise. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'aujourd'hui, la violence, elle est devenue extraordinairement, comment est-ce qu'on appelle ça, grande. Et c'est dans les foyers, c'est dans les maisons, c'est dans les rues, c'est dans la circulation, parce que si on suit des soi-disant leaders qui sont devant et qui sont en train d'encourager le monde à aller vers cette violence-là, tout le monde se souvient d'ici, je quitte Ziguinchor, on va marcher vers le palais de la République. Ça, c'est de la violence. Et ça, c'est attaquer les institutions de la République. Et les institutions de la République sont sacrées.
Voilà pourquoi je pèse bien mes mots. J'ai dit qu'on est dans une élection où on est en train d'aller un combat de la République contre la tyrannie. On a connu la même chose en France quand il y a eu le bloc de la République contre le racisme et l'anarchie. Parce qu'il y a des moments où un peuple doit faire face à ses responsabilités. Le Sénégal aujourd'hui est placé devant ses responsabilités. Il nous appartient de dire on va à gauche, on va à droite ou on va à gauche. Dans un pays où on dit que les familles religieuses, il faut les éliminer, il faut les supprimer, c'est une violence extraordinairement difficile. Ça ne sort pas de la bouche de ceux qui sont en face de vous. Non, ce que j'essaie, je parle de camp, ça sort d'un camp. Donc si c'est véhiculé dans un camp, vous savez ce que c'est que les éléments de langage. Vous entendez quelqu'un le dire, vous le répétez, puis ça se démultiplie. Je veux dire, ça, tout le monde est au courant de ça. Nous sommes dans un pays, ce qui est extraordinaire dans notre pays, le Sénégal, j'adore le Sénégal, c'est les grandes démocraties, les Occidentaux ont inventé la démocratie, mais nous avons inventé le quatrième pilier de la démocratie. On parle de l'exécutif, du parlementaire, du judiciaire, mais aujourd'hui, nous parlons des sages, d'accord, du Sénégal. Je parle des héritiers d'Ahmadou Bamba, je parle des héritiers de l'imam Moulay, je parle des héritiers de Cheikh Oumar Fouti, etc., etc. Et ça, c'est le quatrième pilier de notre démocratie. Et c'est le pilier, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte, c'est le pilier le plus important, parce que quelquefois, quand notre démocratie est en train de buter, nos institutions sont en train de buter, tout le monde se retourne vers là-bas et ce sont eux qui arrivent à nous pacifier. Je dis ça, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire qu'il faut saluer. Pourquoi est-ce que les gens voudraient que cette institution-là soit annulée, supprimée complètement et qu'on ne parle plus de cette structure-là comme une institution de régulation? Alors, Prospérité partagée, c'est le nom que vous avez donné à votre projet de société porté par le candidat Amadou Ba. Il y a eu une boutade qui circule depuis quelques jours disant que vous avez présenté un programme de 7 pages. Pourquoi avoir présenté au peuple un résumé de programme alors qu'il y a un programme que j'ai vu? Je vous l'ai dit tout à l'heure, de mon point de vue, c'est deux raisons. La première raison, c'est aujourd'hui, le programme importe moins que la défense de la République. C'est pour ces raisons-là que je suis personnellement en train d'insister sur ce combat pour la conservation de la République. Et donc le programme, si vous voulez, c'est pas qu'il n'est pas important, mais il devient moins important. Parce que face à ce choix-là, les gens vont se dire à un moment donné, c'est pas le programme qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est la stabilité de notre pays. Mais parlons de programme, prospérité partagée. Résumé comme vous êtes en train de dire, pourquoi pas? Je vous dis pourquoi pas, parce que de 2012 à 2024, nous avons gouverné, d'accord, avec l'APR, le Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle. Aujourd'hui, c'est devenu une majorité présidentielle. Nous avons gouverné, nous avons démontré ce que nous sommes capables de faire. Nous ne sommes pas dans des promesses, nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire. À partir de ce moment-là, il nous est plus facile de dire aux gens, mais écoutez, ce qu'on est en train de faire, voilà en résumé ce que ça représente dans le futur. Prospérité partagée, on va vers un pays moi je fais partie des gens qui ont eu la chance de faire d'aller à la demande de la première requête de financement de la Banque mondiale en 2013 pour le PSE. Nous sommes dans des dynamiques de collaboration avec les institutions financières pour pouvoir financer notre programme de développement. C'est excellent. Et c'est avec ces ressources-là que le président de la République, Macky Sall, a eu à réaliser tout ce qui a été fait dans ce pays, tant et si bien que vous vous absentez de ce pays-là pendant 2 mois, quand vous revenez, si on ne vous montre pas votre chemin, vous êtes perdu. Et ça, c'est un fait. C'est comme ça qu'on sent qu'un pays est en train de changer. Quelqu'un qui est du pays, qui a voyagé, qui revient 3 ans après, 4 ans après, qui ne sait plus se rendre chez lui, ça veut dire vraiment que le pays est en train de changer. Donc, de ce point de vue-là, le programme que nous sommes en train de présenter aujourd'hui résume les intentions que nous avons d'aller de l'avant. Cette prospérité partagée, nous avons des ressources aujourd'hui issues du pétrole et du gaz. Le Sénégal est devenu un des 7
premiers producteurs mondiaux de gaz, pas de pétrole. Et quand on connaît l'importance de l'électricité dans l'économie, on sait tous que le Sénégal va faire un bond qualitatif extraordinaire en avant parce qu'on n'a plus besoin d'aller chercher des ressources. Donc si tel est le cas, pourquoi est-ce que nous n'allons pas dire aux gens simplement voilà la vision que nous avons qui est très simple, vous permettre aux gens de capter ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est avec ces ressources-là, on n'a plus besoin forcément d'aller emprunter, mais nous avons une souveraineté financière aujourd'hui retrouvée. Une nouvelle souveraineté financière. Cette souveraineté financière va nous permettre de travailler sur les problématiques de l'emploi, parce qu'on est dans un pays jeune, constitué de majorité de jeunes. Il est question que, comme le candidat l'a dit, de promouvoir, de créer de plein d'emplois dans notre pays. Ce n'est plus impossible. C'était impossible avant. C'est une promesse qui date de 2012. Non, justement, j'ai dit c'était pas possible avant. Aujourd'hui, c'est devenu possible. Donc, quand vous dites ça date de 2012, je vous comprends. Parce que de 2012, effectivement, c'est des promesses. On fait des efforts, on a créé des milliers d'emplois. Mais ces milliers d'emplois que nous avons créés ne peuvent pas absorber en même temps le rythme d'entrée, d'accord, des jeunes qui sont en âge d'employabilité. Je parle bien d'employabilité, pas d'emploi. Je reviendrai peut-être sur la question si vous me le permettez. Et donc, ces jeunes-là, aujourd'hui, avec ces ressources financières que nous avons, une indépendance, une souveraineté financière que nous avons, il nous est possible aujourd'hui de pouvoir créer des emplois, de pouvoir permettre aux jeunes de créer des créateurs d'emplois, d'embaucher des gens, tout simplement parce que nous n'avons plus ces contraintes financières qui font que vous allez voir un bailleur international qui va vous dire oui, mais je ne veux pas vous prêter l'argent parce que l'argent que je vous prêter, vous allez le mettre dans tel domaine et ça ne m'arrange pas forcément. Et donc cette souveraineté-là, elle est retrouvée et la création d'emplois va de suite. Notre candidat en parle à tous les niveaux, c'est la création d'emplois. Nous sommes dans un pays où c'est l'employabilité qui marche très bien. On parle beaucoup d'emploi, mais l'emploi ne règle pas les questions de l'employabilité. L'emploi ne règle pas les questions du travail. Si un État veut recruter tout le monde, c'est impossible. Par contre, un État peut créer les conditions de création d'emplois, de création d'entreprises par les jeunes. Et avec cette souveraineté financière, c'est là que nous sommes dans la dynamique de l'employabilité. Parce qu'au lieu que moi, je devienne un employé dans une banque ou dans une institution publique, si je deviens employeur, j'en embauche 5 autres. Donc voilà la question de l'employabilité sur laquelle on se positionne et qu'on est sûr de pouvoir résorber. L'autre pan, on le disait tout à l'heure, c'est les jeunes et les femmes. Et dans ce domaine-là, notre candidat a parlé de la création d'une banque pour la gestion pour les questions de microfinance, parce que nos femmes sont regroupées dans les quartiers avec des tontines, comme vous le savez, d'accord, avec des lequettes, comme vous le savez, de la micro-entreprise. Qu'est-ce qui est plus intéressant que de dire je vais créer une banque de microfinance dédiée aux femmes pour leur permettre effectivement d'être dans l'auto-employabilité dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a plusieurs agences qui sont mises en place par ce gouvernement, votre régime, pour résoudre ce problème-là, mais ça demeure. Non, c'est pas que ça demeure. C'est-à-dire nous avons en face de nous une équation que nous avons essayé de résoudre avec en mettant en place certaines organisations, d'accord, et tout est perfectible dans la vie. Moi, je sais qu'il y a eu des financements que le ministère de la Femme a donné juste avant le changement du dernier gouvernement. Et donc, on est dans ce processus-là. Maintenant, les choses peuvent être... on peut pas faire les choses. Et c'est dans cette dynamique-là, l'État du Sénégal n'a jamais pensé à créer une banque de microfinance dédiée aux femmes. Et donc, ça, c'est un bon qualitatif en avant extraordinaire. Et c'est un bon qualitatif qu'il faut saluer. À côté de cela, vous avez le secteur, le secteur productif. Je pense aux pêcheurs, je pense aux agriculteurs, je pense aux éleveurs. Quand le candidat promet de créer une banque, de mettre en place une banque dédiée au financement de ces secteurs-là, mais c'est ça le Sénégal porteur. Parce qu'il faut quand même, quoi qu'on dise, on a fait énormément d'efforts dans l'agriculture, dans l'élevage, énormément d'efforts sur le riz, sur les oignons, etc., etc. Mais créer une banque qui va soutenir les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs pour leur permettre d'atteindre l'autosuffisance, c'est ça qui est intéressant dans cette affaire-là. Beaucoup de gens n'en parlent pas, M. Gueye,
le pétrole et le gaz, c'est intéressant en termes d'énergie, mais ça ne s'arrête pas sur ça. Vous prenez, il y a des dérivés du pétrole et du gaz qui vous permettent de faire, de faire des engrais. Le NPK, le nitrate, phosphate et sodium, quand on le fait, ça permet de booster l'agriculture. Vous avez des niveaux de rendement qui sont beaucoup plus élevés comme on le voit en Occident. Ces ressources aujourd'hui que nous avons, pétrolières et gazières, vont nous permettre justement de booster aussi davantage l'agriculture et de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire, vous ne pouvez l'atteindre que quand vous avez suffisamment de capacité de fournir en engrais votre machine agricole. Alors, ce projet de société doit nous coûter 27 182 milliards et dont 45% attendus du secteur privé. Mais comment ce secteur privé qui n'arrive pas à capter les marchés publics peut contribuer à hauteur de 45% de ces 27 000 milliards? Il faut que vous soyez capable de vous projeter. Si vous n'êtes pas capable de vous projeter, alors si vous regardez le Sénégal à l'état actuel, vous avez des problèmes pour comprendre cette vision-là. Je vous ai dit tout à l'heure que les dérivés du pétrole, je vous en ai parlé, on est devenu parmi les 7 premiers producteurs mondiaux de gaz. On est producteur de pétrole. Tous les pays qui se sont développés, ou du moins récemment en tout cas dans les pays du Golfe, on le voit, les pays très riches, on le voit, se sont développés aussi avec ces ressources-là. Et pas seulement, il y a d'autres pays qui sont développés par les systèmes, par les systèmes bancaires, je pense à la Suisse. Hein. Il y a d'autres pays comme le Brésil qui sont développés aussi avec l'agriculture et l'élevage surtout, hein, l'Argentine, etc., etc. Mais dans notre cas, si vous projetez, vous serez capable de comprendre, vous pourriez comprendre qu'avec les ressources que nous avons, il est possible justement de financer nos politiques économiques. Les chefs d'entreprise que nous avons aujourd'hui, on est dans un pays, on a créé le partenariat public-privé, mais il est pratiquement impossible à quelqu'un aujourd'hui d'avoir un marché étranger 100% sans qu'il y ait une contrepartie d'une participation d'un Sénégalais dans le capital. Et donc ça, c'est des choses qui vont aller de l'avant. On a vu des entreprises comme la CSE qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Je peux encore citer d'autres exemples, mais il y en a beaucoup. Il faut qu'on ait un secteur privé fort. D'accord. Et c'est l'intention du candidat d'accompagner le secteur privé, de rendre le secteur privé plus fort encore et faire en sorte que nous soyons dans un pays où quand le président de la République voyage, et ça je voudrais suggérer à notre candidat, je sais qu'on le fait déjà, mais je le dis quand même, ça serait intéressant que quand il y a des voyages, que le chef de l'État, Amadou Ba, notre 5e président, va arriver, c'est quand il fait des voyages, c'est de partir avec les capitaines d'industrie du Sénégal, parce qu'il faut que le Sénégal se positionne dans la sous-région. Nous avons des entreprises sénégalaises qui sont au Mali, en Guinée, en Gambie, etc. C'est cette dynamique-là qu'il faut continuer. Donc quand on parle de tirer une partie des ressources du secteur privé, effectivement, c'est dans la capacitation du secteur privé, permettre au secteur privé d'avoir plus d'argent. Quand le pétrole et le gaz sont sortis, ben, il a été clairement dit que le secteur privé national, d'accord, dans ce secteur-là, va être fortement impliqué. Si vous ne pouvez pas être étranger, arriver dans notre pays, bénéficier de certains marchés dans ce pays-là sans le concours du secteur privé. C'est des secteurs qui sont dédiés au secteur privé. Ce qui va booster le Sénégal aujourd'hui, c'est ces deux mamelles-là. Omar Amadou Sow, vous êtes le directeur général des Grands Trains du Sénégal. Dans l'axe 1, transformation structurelle de l'économie de croissance, il y a eu 22 projets phares. Le numéro 7, mobilité durable et innovation. Quand on parle de mobilité au Sénégal, on doit parler du secteur ferroviaire, du transport ferroviaire. Aujourd'hui, vous dirigez les Grands Trains du Sénégal qui a repris ces liaisons. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez financé ce secteur-là pour reconstruire tout ce qu'il nous faut? Parce qu'on a mis plein de milliards sur la terre, une bonne initiative, mais on pouvait aller au-delà. Merci beaucoup, M. Gueye, de me poser cette question parce que ça me permet de parler un peu de ma structure et ce que le Sénégal est en train de faire dans le domaine ferroviaire. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer le TER au train. Il ne faut pas les opposer, c'est une complémentarité. C'est d'autant plus une complémentarité qu'aujourd'hui, le train que nous avons, qui fait la liaison Thiès-Diamniadio, d'accord, permet de faire l'interconnexion avec le TER. Il ne faut pas les opposer, il faut les compléter. Je vous explique pourquoi. On est dans un pays ou dans une capitale
congestionné, complètement bouché de partout. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est un État, quand il arrive, un gouvernement, quand il est là, il regarde les priorités. On est au Sénégal, on est en train de faire un programme de rattrapage extraordinaire. Il faut l'admettre. Si on connaît toutes ces difficultés-là qu'on a aujourd'hui, ben, je ne dirais pas que nos anciens présidents n'ont pas travaillé, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais tant et si bien que quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, le rattrapage était extraordinaire et dans tous les domaines, malheureusement. Il n'y avait pas un domaine où on pouvait dire qu'il n'y a pas de rattrapage. Donc ce rattrapage a fait que Dakar étant congestionné complètement, a bloqué complètement le pays. Dakar, c'est le poumon de l'économie sénégalaise. C'est parce que c'est la capitale, c'est normal. Mais si vous êtes dans une capitale où les gens ne peuvent pas circuler librement, les gens perdent beaucoup de temps à faire affaire. D'accord? C'est une capitale qui est bloquée. On perd des milliards, d'accord, à cause des embouteillages. Alors la vision du président de la République, c'était de dire, ben, essayons de décongestionner Dakar, créons d'autres pôles de développement en mettant en place un train express rapide. Le train express rapide là a permis aujourd'hui, vous pouviez quitter Pikine, qui est mon département, et Djiddah Thiaroye Kao, qui est ma commune, vous pouviez faire 3 heures de temps pour arriver à Dakar, à centre-ville de Dakar, à la gare de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes à 10 minutes de Dakar. Et tout le monde voit les bénéfices. J'ai un ami qui me dit, on ne parle pas d'économie, mais on parle d'épanouissement et de capital humain. Un enfant qui s'est levé à 6 h du matin, 5h30 du matin pour se préparer pour aller à l'école. Mais cet enfant-là, aujourd'hui, a gagné plus d'1h30 de sommeil et se rêve à 7h30 pour être à l'école à 8h en partant de Pikine par le TER. Et donc, ce principe de décongestionnement-là, on sait tout l'apport que ça a, tout le bénéfice que ça a fait. Bouger derrière, sur le TR, ça participe du décongestionnement. La mobilité urbaine avec Dakar me dit que ça fait partie du décongestionnement. Tant et si bien qu'aujourd'hui, nous avons le pôle urbain de Diamniadio qui est en train de se développer de façon extraordinaire. Et qu'est-ce qui se fait au niveau de GTS? Alors j'y arrive. Nous, au niveau de GTS, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas opposer les deux, c'est que ça se complète. Au niveau de GTS, ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire revenir Thiès, de faire redevenir Thiès, de redonner à Thiès son lustre d'antan, qui est la ville du rail. Et la ville du rail, c'est quoi? C'est l'intention et les orientations du gouvernement et de mon ministère de tutelle, c'est de faire en sorte que Thiès soit le hub ferroviaire du Sénégal et une connexion avec le TER. Vous n'êtes pas sans ignorer que le projet du TER, c'est le triangle, c'est Dakar, Thiès, Mbour. D'accord? Ce triangle-là, à notre niveau, nous mettons en place un hub ferroviaire au niveau de Thiès. Tant et si bien que les trains que vous avez, nous avons aujourd'hui un train qui fait la liaison Thiès-Dakar avec un système d'interconnexion, puisque quelqu'un qui vient de Thiès achète directement son billet de TER avec nous, d'accord, voyage sur Dakar. Thiès s'est rapproché de Dakar, cœur de ville de Thiès, centre-ville de Dakar, 1h45 de route. Les prix de Thiès, les prix de terrain de Thiès sont en train d'augmenter grâce à ça. D'accord? L'intérêt dans cette situation-là, c'est le décongestionnement de la population davantage. Quelqu'un peut habiter aujourd'hui à Thiès et venir travailler à Dakar tous les jours sur un abonnement de moins de 100 000 francs sur les deux trains, d'accord, arrive à dormir à Dakar, arrive à habiter Thiès et travailler à Dakar tous les matins pour moins de 100 000 francs. C'est quand même extraordinaire. Ce que nous sommes en train de faire derrière ça, c'est de travailler à développer le deuxième axe. Parce que nous avons 3 types d'équipements au GTS. Nous avons des rames réversibles, nous avons d'autres trains qui sont appelés le petit train bleu, que nous sommes en train d'expertiser pour les poser sur l'axe Thiès, Diourbel, Mbacké, Touba. Parce que ces gens-là aussi, ils sont nostalgiques du train, ils ont besoin d'entendre le train siffler. D'accord? Le troisième type d'équipement que nous sommes en train de mettre en place, quand nous aurons terminé ce deuxième axe-là, le troisième axe, c'est le train de Dakar-Bamako que nous allons amener de Thiès à Tamba, parce que le train du Sénégal, avec les chemins de fer du Sénégal, ont construit les rails jusqu'à Thiès, jusqu'à Tamba, pardon. Ils ont refait la plateforme, ils ont refait la gare. Donc nous sommes capables aujourd'hui, dans quelques temps, après l'expertise de notre équipement ferroviaire, de faire aussi cette liaison-là. Donc il ne faut pas opposer les deux, c'est d'une complémentarité. Merci à vous, Omar Amadou Sow. Merci. Omar Amadou Sow, directeur général des Grands Trains du Sénégal, membre de la Convergence des Républicains du Sénégal, responsable politique de l'APR au niveau de Pikine, dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Il était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à vous.
nous revenons après le journal pour la version wolof.